que ça va bien tout le monde. Ça va être une première présentation PowerPoint. On a testé avec l'application, il y avait moins de monde. Je ne sais pas ce que ça va donner, encore moins si vous utilisez un petit téléphone pour regarder. Mais bref, bon, on s'essaye. Hein, c'était pas supposé d'être présenté de cette façon-là. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, moi, quand je suis en plein écran, dans le fond, je partage mon écran avec mon PowerPoint. Fait que je ne vois ni le chat, ni les questions, ni les gens, ni rien. Fait que ça va me prendre soit Charles, soit Lucien là, pour m'indiquer qu'il y a des questions ou des commentaires ou quoi que ce soit parce que je suis incapable de le voir quand je suis en plein écran avec un PowerPoint. C'est ce que j'avais testé la dernière fois. Donc, on va y aller. OK, on va checker ça pour toi. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est l'informatique au service de la photo numérique. En bref, la photo, dans le fond, vous savez, on en fait toutes. On est tous rendus à l'ère du numérique présentement. Il y a plusieurs façons d'utiliser, dans le fond, la photo en numérique. Il y a plusieurs médias. Beaucoup pensent à l'ordinateur. Tout le monde a des Mac ou des PC, un peu moins la tablette. Fait que je vais parler en premier de la tablette. La tablette, c'est disponible. Lightroom, Photoshop sont sur tablette. Il y a d'autres logiciels sur tablette. Ça fonctionne très bien. Si vous ne voulez pas vous griller d'un gros ordinateur puis vous voulez juste faire de la petite retouche, ça se fait aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Peter McKinnon. Daniel Servan n'avait déjà parlé un peu. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Il fait une retouche photo juste sur un iPad, dans le fond. Puis il arrive à un résultat assez satisfaisant là, sans être expert ou professionnel ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a moyen d'utiliser des petits outils plus légers, moins coûteux qu'un ordinateur complet, qu'une licence complète Photoshop ou quoi que ce soit. Puis tout en arrivant à des résultats quand même intéressants. Fait que c'est pas à négliger. Il y a de plus en plus de produits comme ça. Là. On va s'en aller vers ça. Il y a de moins en moins d'ordinateurs que les gens utilisent. Donc, c'est une solution pour vous. On va continuer maintenant, toujours dans le domaine de l'informatique. Mac ou PC. Il y a souvent cette discussion-là au club photo avant la pause ou en tout cas, à tout moment, dès que quelqu'un achète de quoi. Fait que je voulais juste en parler, aborder un peu. Je ne prends pas position là-dessus. Je voulais juste casser quelques minutes puis vous donner un guideline, ceux qui hésitent à acheter un nouvel ordinateur. Je vais-tu vers Mac, je vais-tu vers PC? Ça va-tu m'aider pour la photo? Fait que je vais aborder ça. D'abord, on va commencer par les mythes ou la réalité. Ça aurait été le fun d'y aller à main levée, mais bon, ça va être assez difficile de même. Là. Ça risque d'être long pour rien. Fait que, on va juste y aller de même. Vous pouvez souffler vos réponses dans vos têtes. En le fond, est-ce qu'il y a des virus informatiques sur les Mac? Il y en a encore qui pensent qu'il n'y en a pas. Il y en a sur Mac. Il y en a, c'est certain qu'il y a des virus sur les Mac. Est-ce qu'il y a plus de virus informatiques sur PC que sur Mac? Oui, effectivement. Il y a beaucoup plus de virus informatiques sur PC que sur Mac. C'est la réalité. Est-ce que le Mac est plus performant que le PC? C'est un mythe. Est-ce qu'Adobe Lightroom et Photoshop sont plus efficaces sur un Mac? C'est également un mythe. D'ailleurs, Photoshop et Lightroom, là, Adobe a sorti des statistiques, sont utilisés à 55% sur des PC. Donc, c'est vraiment le PC qui est le plus utilisé, dans le fond, pour ces deux produits-là. Est-ce que, dans le fond, mythe ou réalité, il y a plusieurs fabricants de PC et un seul fabricant de Mac? C'est la réalité. C'est d'ailleurs la faiblesse des PC, c'est-à-dire que le PC peut être bon, mais le fabricant, que ce soit Dell, que ce soit n'importe quel, vont mettre de plus en plus de leur propre logiciel dedans, puis ils le rendent de plus en plus lourd. C'est pas nécessairement hyper convivial avec Windows. Ils rajoutent une couche de logiciel par-dessus, dans le fond, le Windows 10. Puis c'est là que ça commence à être un problème. C'est ces logiciels-là qui ralentissent les ordi, qui nuisent. Moi, si j'achète un nouvel ordinateur directement de chez Best Buy ou Costco ou whatever, je le formate, je réinstalle que Windows dessus. Je ne réinstalle pas toutes les cochonneries du fabricant, puis il va beaucoup mieux. Ça, c'est le gros défaut du PC versus le Mac. Si vous faites monter un clone avec un Windows dedans, juste ça, ils vont vraiment bien. C'est quand vous allez vers des marques, puis que là, ils commencent à rajouter toutes leurs couches logicielles.
Les PC représentent plus de 85 des ventes annuelles d'ordinateurs. C'est la réalité. Donc, les autres ordinateurs, incluant les Mac, ils restent dans le 15 Les Macs sont plus utilisés que les PC pour le post-traitement. Bien, j'ai un peu soufflé la réponse tantôt avec Lightroom et Photoshop, donc c'est un mythe. Et enfin, la principale différence entre les Macs et les PC, c'est le système d'exploitation, mythe ou réalité. C'est la réalité. Dans le fond, si on remonte avant, les Macs avaient des disques durs SCSI, un autre type de mémoire. Maintenant, c'est vraiment un Mac qui est vraiment un PC. C'est le processeur, c'est des Intel i5, i7, i9. La carte vidéo, c'est ATI, des ATI Radeon. ATI a développé uniquement pour PC au début. Ça utilise la RAM DDR comme un PC. C'est vraiment rendu un PC, mais avec un système d'exploitation différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Windows, c'est macOS qui est dessus. C'est la grosse différence. Bon, c'est pas les mêmes motherboards, etc., mais en gros, toutes les pièces, c'est les pièces d'un PC. Bon, les parts de marché mondial d'ordinateurs personnels, je vous en ai parlé tantôt. Là, ça, c'est les systèmes d'exploitation principalement. Fait que vous voyez, dans le fond, les pourcentages mondiaux. Maintenant, Mac ou PC, lequel choisir? Eh bien, il ne faut pas comparer un Mac à 2000 $ avec un PC à 600. J'ai vu du monde acheter des PC chez Best Buy à 600, 700 $, puis après dire qu'ils ont des problèmes avec. Acheter un Mac à 2000 $ puis le comparer avec un PC d'il y a 5 ans qui ont payé 600, c'est sûr que le Mac va aller 2 fois mieux. Il y a aussi des PC, bon, ça, je viens de donner l'exemple. Il y a aussi des Macs à 2000 $ qui sont beaucoup plus rapides que des PC au même prix. Puis quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment plus. Comme je vous ai dit tantôt, la faiblesse du PC, c'est que tous les fabricants font n'importe quoi. Quand vous n'êtes pas capable de choisir vos pièces et de faire monter un vrai ordinateur vous-même, c'est là que ça commence à avoir plus de problèmes. Sur Internet, chaque communauté publie des tests à leur avantage. Fait que quand vous essayez de comparer, tous ceux qui sont pro-Mac vont vous sortir un paquet de résultats et statistiques que le Mac est meilleur. Si vous êtes pro-PC, vous allez trouver l'équivalent. C'est un peu ridicule. Fait que dans le fond, ah oui, dernière petite chose, tous ceux qui sont rendus avec Windows 10, les mises à jour sont gratuites à vie. C'est-à-dire qu'ils font à cette heure comme macOS. Les mises à jour sont incluses, sont disponibles gratuitement. Peut-être que vous êtes propriétaire de la machine de Windows 10, va s'upgrader. Vous n'aurez pas besoin d'installer un Windows 11 ou 12 ou whatever plus tard. Conclusion, aucun n'est meilleur et à prix égal, ils se valent tout autant. Lequel choisir? Si votre conjoint ou votre enfant possède un Mac, prenez un Mac. Si vous avez été employé de bureau et que vous avez travaillé sur un PC pendant 20 ans, bien, vous choisissez un PC, vous êtes beaucoup plus à l'aise, pas le temps de réapprendre un autre système. Rappelez-vous que l'ordinateur, c'est un outil. Vous devez être à l'aise avec. Sinon, ben, dans le fond, il faut vous assurer d'avoir de l'aide de quelqu'un dans votre entourage pour pouvoir vous aider. N'allez pas choisir un outil que vous allez vous ramasser tout seul avec sans aide. Bref, l'ordinateur ne rendra pas vos photos meilleures si vous ne savez pas vous en servir. Point. On parle d'ordinateurs. Pourquoi on sert des ordinateurs? Principalement pour le post-traitement. Donc, on va aborder un peu le post-traitement. Ça, c'est une photo de Venise que j'ai faite. Puis ça, c'est une photo après post-traitement. On voit les différences. Dans le fond, le post-traitement, le but principal, c'est d'améliorer puis de développer sa photo. On se rappelle à l'époque que les photos, bien, on a parlé beaucoup de la chambre noire. On a fait à la vieille gare une chambre noire. Vous savez de plus en plus c'est quoi. Donc, le post-traitement, c'est la version moderne de la chambre noire. C'est la seule façon de soutirer le maximum de vos photos. Prendre une photo en JPEG, c'est comme aller faire développer ses rouleaux de film dans un service 1 heure d'une grande chaîne de magasins. Vous perdez tout contrôle. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Là, on pouvait partir avec notre rouleau de film, notre 24 poses, puis on allait à un magasin comme une grande surface, un peu comme Walmart, puis il y avait le développement à 1 heure. Écoute, ça, c'était leur confier vraiment le rendu total de vos photos. C'est pas ça. Nous, on fait de la photo, on est photographe, que ce soit professionnel ou amateur. On va quand même pas demander à un logiciel ou une caméra de développer pour nous la photo. Qu'est-ce que le post-traitement? Eh bien, c'est l'ensemble des opérations suivant la prise de vue. Le développement des photographies, leur retouche,
les corrections optiques, le photomontage, si c'est nécessaire, si vous voulez en faire, puis plus encore. Est-ce qu'on doit effectuer un post-traitement sur nos photos? Oui. Le développement d'une photo fait partie intégrante de la photographie. En post-traitement, dans le fond, il y a des bases assez faciles à réaliser. Vous allez voir que corriger un horizon croche, ça se fait très facilement. Recadrer pour mieux cerner le sujet puis enlever le superflu. On parlait tantôt des photos carrées. On parlait de recadrage. Ben, c'est très facile à réaliser en post-traitement. Corriger les couleurs parce que l'appareil ne voit pas comme l'œil humain. Fait qu'on a besoin de corriger les couleurs. Ajouter les tonalités puis le contraste. Ajouter du détail, de la texture. Corriger les erreurs de l'appareil et de l'objectif. Vous savez qu'il n'y a pas un objectif qui est parfait. Vous pouvez avoir des aberrations chromatiques, de la distorsion, du vignottage. On en a parlé du vignottage justement dans une capsule de fin de réunion. Bien, tout le post-traitement, ça sert à corriger cela. Est-ce que ça va bien jusque-là? Est-ce qu'on m'entend, Charles, Lucien? J'ai pas de feedback pantoute, moi. Oui, on t'entend bien. Il n'y a personne qui lève la main. Il faut croire que toutes tes explications sont claires. Peut-être que les questions vont venir à la fin. Mais bref, on surveille. Là, on a hâte qu'il y ait des mains qui se lèvent. Moi, j'ai l'impression de parler à mon écran, de parler à mon PowerPoint. C'est tout ce que je vois devant moi. C'est vraiment weird. On peut te dire des commentaires sur le chat. Alors, je vois pas. Ah oui, tu peux me dire. Ouais. Sur le chat, bon, Stéphane disait qu'il connaît très bien le type dont tu parlais. Affinité photo pour iPad aussi, c'est un système complet. C'est vrai. Alors, quand tu parlais de post-traitement, bien, Alain Saint-Jean a dit « Il parle pour moi ». Évidemment, Denise Langelier a dit qu'il y avait DirectFilm à l'époque qui faisait du développement 1 heure. C'était pas juste DirectFilm, mais disons que c'était un gros joueur. Alors, Ginette Trahan dit que c'est très intéressant. Nathalie Frappier, c'est comme faire de la radio. C'est vrai. Et Bernice Bellavance dit « Tout est clair, c'est bien intéressant ». Et Sandra répond également « Bravo, tout va très bien ». Bon, ben super. Je vais continuer. C'est juste ça, parce que j'ai zéro feedback. C'est vraiment weird. Là. Je parle à mon mur. Là. Derrière mon écran, il y a un mur blanc. C'est tout. Là. OK. J'aurais dû prendre une photo de groupe avant puis la mettre. En tout cas. Je vais te l'envoyer tantôt. Ah, c'est bon. Quel logiciel de traitement utiliser? Souvent, on se fait poser la question. Je vous présente ici les logiciels les plus populaires, puis je vous parle également des gratuits. Bon, Adobe Lightroom, lui, il est payant. C'est un abonnement mensuel. Adobe Photoshop, qui vient avec Lightroom dans un forfait photographe, qui est payant et par abonnement. Affinité Photo, qui s'en vient très, très, très populaire. Un gros concurrent de Photoshop. J'ai joué avec, je l'apprécie beaucoup aussi. C'est un payant à achat unique. Capture One, payant, achat unique ou par abonnement. GIMP qui est gratuit. Ceux qui veulent se lancer là-dedans, GIMP est très intéressant. C'est un logiciel qui est gratuit. Donc, ça vaut la peine d'essayer si vous n'êtes pas rendu encore à aller vous payer un abonnement parce que vous ne faites pas assez de photos pour justifier un coût mensuel ou un achat d'un logiciel plus dispendieux. Puis n'oubliez surtout pas celui de votre fabricant qui est gratuit. Bien honnêtement, moi, j'ai commencé avec le logiciel de mon fabricant quand j'ai commencé parce que justement, c'était trop cher. Il n'y avait pas encore les abonnements. Fait que Photoshop à 299 $, c'était trop too much pour moi. Je ne connaissais pas Lightroom, les logiciels. J'ai commencé avec mon logiciel du fabricant parce que je voulais recadrer, parce que je voulais juste mettre en noir et blanc, changer un petit peu ma saturation, mes contrastes, etc. Puis ça faisait un très bon travail pour débutants. C'était parfait. Puis j'arrivais à amener mes photos à un autre niveau sans payer quoi que ce soit. C'est une suggestion pour ceux qui hésitent encore. Je vais vous parler de Lightroom parce que, bon, on l'a vu, il est très, très, très populaire. C'est un excellent outil de classement et de gestion, mais ce n'est pas juste ça. C'est un outil de développement qui est supérieur à Camera Raw de Photoshop. Quand vous ouvrez un fichier RAW, puis dans Photoshop, bien, vous avez Camera Raw qui ouvre, mais si vous utilisez Lightroom à la place, parce que les deux, c'est le même, c'est Adobe dans le fond, c'est le même développeur, bien, c'est nettement supérieur. Les outils sont beaucoup plus intuitifs, c'est beaucoup plus facile à utiliser.
Ce qui est intéressant de Lightroom, ce qui est très particulier, puis que je n'avais pas vu ça avant dans aucun autre logiciel, c'est que les changements sont non destructifs. C'est-à-dire que tout ce que vous faites sur une photo ne va pas sur le fichier de la photo. C'est inscrit dans une base de données locale dans votre ordinateur, ce qu'on appelle le catalogue. Le catalogue, c'est pas le catalogue pour classer vos photos, comme il y en a qui pensent. Le catalogue, c'est la base de données qui garde tous vos changements sur chacune de vos photos. Fait que la vraie photo est toujours là, le vrai fichier est toujours dans votre ordinateur, jamais altéré. Puis tout ce que vous changez dessus, bien, il s'en va s'écrire dans le catalogue. Quand vous l'exportez, pour, mettons, avoir un fichier JPEG pour l'envoyer dans un concours du club ou quoi que ce soit, bien, dans le fond, lui, il prend la photo originale, il met tous vos réglages qui sont inscrits dans le catalogue, puis il exporte votre fichier. Donc, c'est très intéressant, ce catalogue-là, dans le fond, cette espèce de base de données-là. Il est compatible avec tous les formats de fichiers et d'appareils photo. Il est extrêmement simple à utiliser. Puis surtout, sa grosse force, c'est que la suite Adobe Lightroom Photoshop accapare 58 des parts de marché. Fait que quand vous cherchez de l'aide sur Internet, vous avez un paquet de YouTube, de blogueurs, de pages, de n'importe quoi, de sites que vous pouvez trouver de l'aide facilement. C'est facile, après, une fois que vous avez utilisé Lightroom, d'importer vos photos dans Photoshop ou Affinity pour des retouches plus poussées. Seul inconvénient, c'est le fameux abonnement de 15 par mois. C'est-à-dire, c'est 9,99 mais en US plus taxes, ça revient à peu près à 15 par mois. Ça l'inclut Photoshop. L'interface de Lightroom, c'est celui-ci. Juste pour vous expliquer, tantôt, je vous disais là, les changements. Des fois, les logiciels ils ont de l'air à faire peur sur le coup. Si vous regardez à droite, 90 de mes réglages d'une photo, je les réalise uniquement dans ce carré-là. Je fais que les changements que j'effectue sont réalisés uniquement excusez-moi, le 90 des changements que je fais, c'est uniquement dans le panneau rouge ou que j'ai encadré que je réalise. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin d'aller dans un paquet de sous-menus ou un paquet de choses. C'est très facile à utiliser. Fait que je voulais juste vous en parler vu qu'il est très populaire, Lightroom. Maintenant, quel logiciel choisir? Bien, c'est simple. Essayez les versions d'essai des logiciels les plus populaires. Présentement, Affinity donne 90 jours d'essai à cause de la COVID-19. On va aller sur le site web. Je vais juste vous le montrer. Dans le fond, pour aider, ils ont rajouté une période d'évaluation de 90 jours. Puis si ça vous intéresse, bien, à l'achat, il y a 50 de rabais. Fait que c'est très, très, très intéressant. Alors que Adobe n'a pas fait grand-chose. C'est encore 7 jours, puis il n'y a pas de rabais. Quand tu es trop gros, too big, hein, tu te prends pour un autre, puis tu n'aides pas le monde. Là. Mais bon, c'est une autre façon de voir ça. Essayez les logiciels gratuits. Je vous en ai parlé tantôt, GIMP ou celui de votre appareil. Essayez-les pendant quelques heures, les logiciels. Faites pas juste l'ouvrir, puis « Ah, je comprends pas ». Essayez 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis vous allez voir, vous allez peut-être trouver le logiciel qui vous convient vraiment. Regardez la disponibilité puis le type de formation offert en ligne, dans une boutique photo, etc. T'sais, si vous êtes pour prendre un cours photo puis dire « Ah, je veux un cours sur GIMP », là, vous allez chez CDM, puis ben, GIMP, on ne donne pas de cours là-dessus. Ben, c'est ça, choisissez un logiciel que vous allez pouvoir trouver des ressources, soit sur le web, soit des gens du club photo, etc. J'en ai parlé, c'est un peu comme l'ordinateur. Discutez dans votre entourage, discutez avec des membres du club photo ce qu'ils utilisent. Juste à titre informatif, j'ai demandé au CA, ceux qui m'ont répondu, je vous ai mis un petit tableau juste pour vous donner une idée. Vous voyez que la moitié est en Mac, la moitié en PC, mais la majorité utilise tout Lightroom et Photoshop. C'est pas un add-on, c'est vraiment des bons produits. J'espère que de plus en plus, on va en voir d'autres comme Affinity être de plus en plus utilisé. Puis ça va être intéressant parce qu'on va arriver à des choses encore plus superbes. Je pense que ça va amener de la concurrence. Puis Lightroom, Photoshop vont devoir s'améliorer si les concurrents commencent à leur prendre des parts de marché. Fait que c'est juste un plus pour tout le monde. Mais je voulais juste vous l'indiquer à titre informatif. Des fois, les gens sont curieux. Maintenant, on passe à un autre sujet. Les fichiers RAW, il n'y a aucune raison de s'en priver. Si je le mot. J'entendrai dans le. Très bon jeu de mots. JPEG versus RAW, ouais, pas pire. Les JPEG, dans le fond, les JPEG, quand vous les sortez directement de la caméra, quand vous photographiez en JPEG, l'appareil applique automatiquement des traitements. Il décide lui-même le contraste, la luminosité, la saturation, la balance des couleurs et la netteté. Il efface toutes les autres informations puis il compresse le fichier. Tandis que le fichier brut, qui est le fichier RAW dans le
correspond aux données brutes du capteur, puis c'est tout ce que le capteur a enregistré qu'il sauvegarde sur la carte SD. C'est le format le plus utilisé par les photographes. Ça permet d'effectuer tous ces traitements en post-production. Les extensions connues, Nikon, vous avez les .nef, .nrw, Canon, CRW, CR2, CR3, Panasonic, .raw. Ah, ils ont gardé le petit mot, puis ils l'ont réservé pour eux. RW2, Fuji, c'est .raf, Sony, CDA, RW, qui est RAW, mais les lettres ont été mélangées. Fait que c'est les types de fichiers que vous allez retrouver. Ça, c'est une de mes premières photos que j'ai faites. Je venais d'avoir mon Canon Rebel Canon T4i, c'est ça, en 2013. Puis j'étais allé en voyage en Angleterre. Puis ben, j'avais pris une photo en fichier RAW. Puis si vous regardez la photo du haut, ben, le ciel était assez fade, puis il n'y avait pas de détails, rien. Mais comme j'avais fait ma photo en RAW, ben, j'avais une grande plage dynamique qui a été enregistrée par le capteur sur la carte SD. Puis moi, ben, j'ai pu tout récupérer en post-traitement. J'ai eu une photo beaucoup plus intéressante. Ça, c'est un petit tableau comparatif parce qu'il y a des avantages quand même à utiliser le fichier JPEG, mais je vais vous présenter un peu les deux rapidement. Le fichier JPEG est beaucoup plus petit, donc vous pouvez en avoir beaucoup plus sur une carte mémoire ou un disque dur. Il est universel, c'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir dans toutes les applications, vous pouvez le publier sur Facebook, l'ouvrir dans Word, vous pouvez l'envoyer par courriel, l'importer dans n'importe quoi. C'est un fichier universel très bien reconnu par toutes tout ce que vous voulez importer une image, un JPEG peut l'importer. Il est rapide, donc si vous utilisez la rafale, beaucoup plus rapide, ça ne sature pas la mémoire interne de l'appareil. Ses limitations sont les suivantes, c'est en 8 bits. Fait que si vous regardez, il y a 16 millions de nuances de couleurs, c'est-à-dire 256 couleurs par canot. C'est très compressé. Puis le post-traitement est limité parce que dans le fond, l'appareil a déjà fait les réglages automatiques puis a effacé le reste des informations. Maintenant, le RAW, lui, c'est le fichier original. Les données sont considérables. Ça peut prendre de 2 à 3 fois l'espace du même fichier que vous auriez en JPEG. Par contre, les données sont là. On est en 12 bits ou en 14 bits. Si vous êtes en 14 bits, c'est ça, c'est pas mal. Vous voyez le nombre de nuances de couleurs. C'est 4 billions, je crois. Attendez. Millions, milliards, billions. 4 billions de nuances de couleurs, donc 16 384 couleurs par canot. Le post-traitement, il s'en trouve tellement simplifié, vous avez beaucoup plus de détails. Par contre, il est beaucoup plus lent, ça tue la cache de l'appareil, dans le fond, la mémoire interne quand vous faites de la rafale. C'est un fichier non standard. Fait que vous n'êtes pas capable tout simplement à l'important, mettons, dans votre téléphone, de l'ouvrir tout de suite. Sans logiciel, vous ne serez pas capable d'ouvrir le fichier. Puis, ceux que j'en ai parlé tantôt sont beaucoup plus énormes. En conclusion, moi, je vous recommande de prendre les photos en format RAW, de les développer à votre goût, puis de les exporter en format JPEG pour les distribuer ou les publier. C'est vraiment la meilleure façon de procéder. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire de plus avec vos ordinateurs, toujours dans le cadre de la photo numérique. Mais la première des choses, vous pouvez faire une mise à jour de votre firmware. Ça, c'est le micro-logiciel dans votre appareil. C'est systématique, c'est certain qu'il y a une mise à jour qui existe pour votre caméra. Si vous n'avez jamais fait, vous avez acheté la caméra sortie direct de la boîte. Lucien a acheté une caméra récemment, ça fait moins de 3-4 mois, je pense. Puis il y avait déjà Pardon? Un mois et demi. Un mois et demi, bon. Il y avait déjà une mise à jour de firmware de disponible. Il ne faut pas oublier que le fabricant sort le produit. C'est à la chaîne, envoie ça dans les boîtes, c'est distribué. Le temps que ça arrive dans les mains du consommateur, bien, il a trouvé déjà des petites choses à régler ou des améliorations à faire. Donc, je vous recommande fortement d'aller sur le site de votre fabricant. Souvent, c'est dans la section soutien ou support, puis d'aller voir s'il existe, en recherchant votre appareil, s'il existe un firmware que vous pouvez mettre à jour.
Vous pouvez évidemment publier très facilement sur les réseaux sociaux puis les sites de partage de photos. On connaît tous Facebook et Instagram. 500px, si vous ne connaissez pas, prenez-le en note, ça vaut la peine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est comme Flickr, mais vraiment mieux. Flickr, il y a plein de monde qui mettent leurs photos de famille puis de party de Noël puis whatever. 500px, c'est surtout des photographes qui soient amateurs ou professionnels. Puis c'est un très beau catalogue à aller voir. En fait, c'est pas un catalogue, ils vendent pas les photos, on peut en acheter certains, mais vous pouvez publier vos photos là, c'est très beau à aller voir, beaucoup, beaucoup de thèmes, très variés, c'est très intéressant. Autre chose qu'on peut faire, bien évidemment, on peut imprimer nos photos. On n'est pas obligé tout le temps d'aller chez CDM. Moi, j'ai une petite imprimante chez moi. Je ne peux pas sortir des grands formats, mais je peux sortir des formats intéressants. Puis, ça me permet de voir si, justement, mon post-traitement, j'aurai le même résultat après à l'impression. Ça me fait des belles photos affichées, à partager. Puis, je n'ai pas besoin de me déplacer continuellement, d'aller chez mettons un CDM, whatever quoi, puis d'aller chercher mes photos. Je sais qu'on peut les faire en ligne puis c'est faire livrer, mais quand on les imprime soi-même, ça revient un peu comme quand on les développe. On a un petit contrôle de plus. Puis si on n'aime pas le rendu final, on peut le reprendre tout de suite. On est là, on est collé sur l'imprimante. Puis moi, j'imprime plusieurs de mes photos. Enfin, il y a des accessoires que vous pouvez utiliser. Il y a la tablette, pas la tablette numérique comme l'iPad, mais on parle vraiment d'une tablette graphique, c'est-à-dire que vous utilisez un stylet au lieu de la souris. Vous avez une meilleure précision. Si, exemple, ceux qui sont habitués avec Photoshop, la souris, ce qui est problématique, c'est si vous voulez jouer avec la densité ou la taille, vous devez maintenir une touche enfoncée sur le clavier. Le stylet, lui, plus vous appuyez sur la pointe, plus la densité augmente. Vous pouvez tout régler ça avec le stylet. C'est très facile à utiliser. Puis, on parle aussi de la deuxième écran de plus en plus, surtout ceux qui ont des laptops là, puis qui s'arrachent les yeux, mais n'hésitez pas, vous pouvez brancher un deuxième écran dessus. Moi, je travaille avec 2 écrans. J'en ai une que je vois tous mes réglages, tout ça. Puis la deuxième écran, je vois le rendu final live. Quand que je travaille sur un petit détail zoomé, bien, j'ai tout le temps le rendu final de la photo complète sur un écran, un peu comme dans l'exemple du bas dans l'image. Donc, c'est une option que je vous encourage à faire, ceux qui s'arrachent les yeux. Vous pouvez vous acheter un petit écran, aller chez Best Buy, chez Walmart, whatever. Vous la branchez. Surtout maintenant, il y a des ports HDMI sur vos laptops. Fait que vous pouvez brancher votre écran du salon avec un fil dessus, puis vous allez pouvoir voir sur votre écran. Tout le monde, de plus en plus de monde, ils ont des 40 pouces, puis je vois même, moi, je vois chez des clients, ils ont des 60 puis des 80 pouces. Oui, vous pouvez brancher votre laptop dessus. C'est pas des écrans qui sont faits pour gamer, mais vous ne gamez pas, vous ne jouez pas à des jeux vidéo, vous traitez des photos, donc vous allez les voir, vous allez voir beaucoup de détails, vous allez voir peut-être des petites taches de capteurs ou d'objectifs sales que vous n'auriez pas vu sur un petit écran, puis vous allez pouvoir tout retoucher ça. Fait n'hésitez pas à le brancher sur un plus gros écran. Vos ordinateurs le permettent. Maintenant, dernier sujet, on va parler de la protection et de la sauvegarde de vos photos. La première chose, c'est à la prise de vue. Les risques que vous pouvez avoir, des dégâts d'eau, des effacements par erreur, la corruption de données. Excuse-moi, Maxime. Oui. Maxime, je t'arrête 2 secondes. Ici, Suzy a levé la main. Charles, si tu peux lui donner la parole pour qu'elle puisse poser sa question. C'est fait. Oui, allô? Oui. OK. En fait, je voulais juste mentionner concernant Flickr, quand on partage nos photos, il y a un groupe qui s'appelle Photo News Canada Gallery. Et en mettant nos photos là-bas, dans ce groupe-là, il y a un éditeur qui choisit les photos. Et moi, j'ai été publiée 2 fois dans cette revue-là qui s'appelle Photo News, qui est disponible soit chez Lozo, c'est un magazine qui est gratuit. Alors, c'est intéressant de pouvoir voir nos photos publiées grâce à Flickr. Ah, bon. Je ne savais pas, c'est vraiment intéressant. Comment s'appelle, tu m'as dit, le groupe? Ça s'appelle Photo News Gallery Canada. Et puis OK, comme le nom de la revue, Photo News. Oui, ouais. Canada Gallery. OK. Ah, intéressant. C'est tout. Il n'y a pas de problème. Donc, on parlait des risques à la prise de vue, dans le fond. Les solutions sont les suivantes. Bien, vous pouvez acheter des marques connues de cartes SD. Si vous achetez des marques
pas cher sur Amazon, de marques inconnues ou quoi que ce soit, vous attirez plus de problèmes que d'acheter des marques un peu plus connues comme Lexar, SanDisk ou whatever. Faites attention à ça. La corruption de carte, là, quand vous avez déjà fait une demi-journée de photos en voyage, là, puis que vous ne retournerez pas sur les lieux le lendemain, ben, c'est vraiment embêtant. Puis, en tout cas, ceux qui font beaucoup de photos, ça leur est arrivé au moins une fois chacun d'avoir une carte SD qui a lâché. Puis ça, c'est quelque chose de vraiment chiant. Identifiez vos cartes mémoire, puis votre boîtier de rangement avec votre nom et vos coordonnées. Ça peut arriver que vous les perdiez. Vous seriez bien surpris, mais à un moment donné, quelqu'un peut dire Hey, j'ai rien à faire avec des cartes mémoire. Regarde, il y a un numéro de téléphone en arrière, il peut vous appeler. On ne pense pas à ça. On a un bon petit boîtier de rangement, étanche, imperméable, mais les cartes sont toutes dedans, mais il n'y a pas de nom dessus, c'est rien de marqué son nom. Prenez un petit crayon, un feutre, un Sharpie, écrivez votre nom, votre numéro de téléphone. Juste au moins, si vous l'échappez à terre, quelqu'un le trouve, ben, il pourrait toujours communiquer avec vous. Ça vous ferait ça de sauver. Les cartes SD, formatez-la toujours directement dans l'appareil. Quand vous achetez une carte qui est neuve, vous la formatez dans l'appareil. Quand vous avez fini une séance photo, vous avez tout transféré, formatez-la dans l'appareil. Ne demandez pas à Lightroom ou à un autre logiciel d'effacer la carte après transfert. Formatez-la dans l'appareil, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes. Il y a un système de gestion des cartes pleines versus vides. Moi, dans le fond, je vous l'ai déjà dit lors de ma présentation sur le pont Mercier, je mettais mes cartes SD à l'envers dans mon boîtier. Sinon, vous savez que les cartes SD, ils ont une petite pine de plastique sur le côté, ce qui est un verrou en écriture. Une fois que vous l'avez abaissé, ça vous protège la carte. Vous ne pouvez plus enregistrer, vous ne pouvez pas formater, vous ne pouvez pas rien faire. Donc, une fois qu'elle est pleine, quand vous êtes en voyage, vous ne pouvez pas faire un transfert, vous pouvez verrouiller la carte SD. Comme ça vous évite de penser que c'est une carte qui est prête à être utilisée, vous la formatez, paf, vous perdez tout. Vous pouvez mettre le verrou, c'est la petite clip grise qui est sur le côté, c'est très fréquent. Pendant les prises de vue, alternez vos cartes mémoire. Ça, je vous explique, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 3 ans à Venise, en Italie. En fait, on est resté 2 jours à Venise, puis j'ai scrappé une de mes cartes photos. Mais heureusement, à chaque demi-journée, je changeais de carte. Puis je revenais à les autres cartes après. Là. Je n'ai pas 50 cartes là, pour chaque demi-journée. Mais au moins, ce qui est arrivé, je me suis rendu compte après à l'hôtel le soir que j'avais une carte que j'ai eu des problèmes dessus. Correct. Au moins, j'ai une demi-journée de photographier. Puis j'ai sauvé ça. C'est une suggestion, alternez vos cartes mémoire. Ne partez pas juste avec une ou 2 cartes en me disant une fois que la première est pleine, je remplis la deuxième. Non, alternez-les comme ça. S'il arrive de quoi, vous perdez peut-être la moitié de votre voyage. Si rendu à la fin, vous la perdez complètement. Mais au moins, alternez vos cartes. C'est un conseil, puis ça m'est arrivé. Sur certains appareils, vous pouvez avoir 2 cartes mémoire. Ce que moi, j'ai dans mes appareils photo, je peux mettre une compact flash puis une carte SD. C'est avantageux, surtout si vous faites des shootings qu'il n'y aura pas de deuxième chance, comme un mariage. C'est le meilleur exemple qu'on peut donner. À ce moment-là, assurez-vous de vous créer 2 cartes mémoire qui vont être quand vous allez photographier, ça va écrire sur les 2 cartes simultanément la même photo. Donc, c'est votre backup. Écoutez, dans le mariage, il n'y a pas de deuxième prise, là, contrairement à bien d'autres choses. Donc, c'est vraiment une solution à penser si vous envisagez la photographie à un plus haut niveau. Enfin, ayez un petit boîtier rigide et étanche pour ranger les cartes. J'en parlais tantôt. Moi, j'ai un petit boîtier qui se referme. Mes cartes sont à l'abri de la poussière, de l'eau, de l'humidité, whatever. Fait que c'est très utile. Là. Enfin, je vous parle de ça. Il y a plusieurs petits, pas obligé d'être cette marque-là nécessairement, là, mais il y a plusieurs petits disques durs de sauvegarde de cartes mémoire portatifs. Ça se vend sur Amazon. Vous branchez votre carte SD dedans. Vous le contrôlez, lui, avec une application sur votre téléphone. Puis là, vous copiez l'intégralité de votre carte SD directement sur ce petit disque-là. Écoutez, ce disque-là, il est gros comme mettons, 2 iPhones un sur l'autre. Là. Puis encore là, pas un iPhone 11, là, mettons un iPhone 7 un peu plus petit. C'est pas plus gros que ça. Là. Puis vous pouvez traîner ça facilement. Puis en plus, il y a une batterie dedans. Ça vous permet de recharger votre téléphone si vous voulez. Mais c'est très utile, puis ça permet de faire des copies de cartes directement sur le site au moment où le soir rendu à l'hôtel, si vous n'avez pas traîné votre laptop ou quoi que ce soit, vous pouvez faire une copie de vos cartes directement là-dedans. Ça ne se vend pas extrêmement cher, à part si vous prenez des très gros modèles, mais
Il y a des modèles qui existent entre 100 et 300 $, très, très, très satisfaisants pour vous sauver, puis pour vous sauver le cul, excusez l'expression, là, mais s'il y a des problèmes avec vos cartes. Maintenant, on va passer aux risques après la séance photo. Les risques classiques, effacement par erreur, virus informatique, corruption de données, bris du disque dur, vol de l'ordinateur, feu ou dégâts d'eau. J'ai une de mes amies, elle habite à Paris, puis il y a eu une entrée par infraction chez eux. Ils ont volé son laptop et sa caméra. Ils ont tout pris. Les photos, il n'y avait plus moyen il restait plus de photos. Les cartes SD, ils ont pris son sac photo puis ils ont pris son laptop. Elle n'avait plus rien. Toutes ses photos disparues à un temps record. C'est des choses de même qu'on veut prévenir. Les solutions, moi, je vous invite à transférer rapidement les cartes mémoire sur l'ordinateur sans effacer les cartes mémoire. Comme ça, s'il y a un problème, si vous pensez que vous les avez bien transférées, puis quand vous retournez les voir, ils disent « Hey, il m'en manque. Oups, j'ai-tu bien copié? J'ai-tu pris ma deuxième carte? J'ai-tu pris la première? » Ça vous permet justement d'être sûr et certain. Donc, n'effacez pas vos photos immédiatement après le transfert. N'hésitez pas à copier les données sur un deuxième disque dur. Moi, j'ai acheté un petit disque dur qui se vendait chez Costco. Il se branche USB directement dans l'ordinateur, un disque dur externe. Je peux faire des backups dessus. Fait que s'il arrive de quoi, mon disque dur principal, s'il saute, bien, j'ai un deuxième disque, tout est dessus. Puis au moins, bien, je ne perds pas 50 000 photos. Puis je ne me mets pas à pleurer parce que j'ai plus mes belles petites photos de souvenirs de mon garçon qui est peinturé en or. Vous pouvez utiliser un NAS. Ça, dans le fond, c'est comme c'est pas plus gros, c'est comme l'image qui est là. C'est pas plus gros qu'un grille-pain 2 toasts, là, même pas un 4 toasts, un 2 toasts. 2 disques durs dedans. Vous mettez, c'est en réseau, c'est très facile à configurer. Puis, dans le fond, vous pouvez faire vos copies directement sur le NAS. Puis, lui, c'est les 2 disques durs peuvent être configurés pour être en miroir. Donc, un lâche, l'autre est toujours là. Très efficace, très rapide, de plus en plus populaire. J'en ai un à la maison. Il y a plusieurs personnes que je connais qui ont ça, puis pas besoin d'en acheter. Dans le fond, le prix varie selon la taille du disque dur que vous prenez à l'intérieur. Si vous prenez 1 TB ou vous en prenez ou 4 ou whatever, c'est sûr que ça va faire monter le coût. C'est à vous de voir selon votre budget, mais c'est très pratique, les petits NAS. Vous pouvez également graver les données sur DVD ou Blu-ray, là, si vous êtes plus années 2000, 2005. Là, puis, mais ça, bon, c'est une solution de recharge là, pour ceux qui veulent encore faire ça. C'est une solution, dans le fond, qui est quand même viable. Ce que je vous invite à faire, c'est de déposer votre disque dur externe ou vos DVD dans un coffret résistant au feu et à l'eau quand vous vous absentez. Vous quittez la maison, bien, prenez votre disque dur ou vos DVD que vous avez gravés aux photos, puis protégez-les. Vous n'êtes pas à l'abri d'un dégât d'eau ou d'un feu, ou pire, un feu, puis les pompiers viennent arroser, donc vous avez le feu puis le dégât d'eau. C'est toujours une bonne idée de protéger vos choses. Puis enfin, il existe les solutions en cloud. C'est, dans le fond, Amazon Drive, Apple iCloud, Dropbox, Google Drive, puis Microsoft OneDrive, bien, vous permettent de copier vos fichiers en cloud sur Internet, dans le fond. C'est des très gros fournisseurs, ils ne seront jamais en panne ou s'ils sont en panne, ils ne sont pas down pendant 24 heures. Vos fichiers sont protégés, sont multi-backupés là-bas, ils ne s'effacent pas tout seuls. Les autres, ils n'ont pas un disque dur qui va péter puis que vous allez tout perdre. Fait qu'inquiétez-vous pas avec ça. C'est des solutions. Évidemment, elles sont payantes. Dans mon cas, puis je ne vous encourage pas à le faire, c'est juste à titre d'exemple. Moi, j'ai pris la solution de Microsoft OneDrive parce que, dans le fond, je me suis abonné à la suite Office Famille. J'avais le droit d'installer 5 ou 6 fois Office, donc j'ai mis sur le laptop, l'ordinateur de ma blonde, etc., l'ordinateur familial. Puis, il me donnait 1 TB gratuit en cloud avec ça. Ça me coûtait 120$ par année. J'ai un Office toujours à jour installé sur 6 ordinateurs. Puis, en plus, j'avais 1 TB. Fait que ceux qui ont la suite Office, qui ne payent pas, puis en plus, qui vous diraient, bien, il y a une solution que tout est intégré. C'est une chose à regarder, mais chaque fabricant ou chaque fournisseur de services ont des solutions adaptées à vos besoins. Puis je pense que ça devient vraiment une bonne idée parce que vous êtes à l'abri du feu, du vol, des pertes mécaniques du disque dur, du bris, whatever. Moi, en tout cas, je mets mes fichiers là-dessus sans inquiétude. Voilà, c'est tout.